Donc, bon retour à tous et à toutes de la pause. J'espère que vous en avez profité pour aller vous dégourdir les jambes, peut-être même profiter du beau soleil qu'il y a à l'extérieur. Donc, je vais vous inviter à vous rapprocher de votre ordinateur pour reprendre là, la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je ne vous vois pas évidemment, donc je vais prendre pour acquis que vous êtes tous présents et bien à l'écoute. Donc, pour la deuxième partie, comme on l'avait annoncé là, en début de rencontre, en fait, on va vouloir plus échanger avec les présentateurs et les présentatrices là, qui nous ont livré les conférences en première partie. Donc, je vais inviter justement là, les présentateurs, les présentatrices à allumer leur caméra pour qu'on puisse bien les voir là, pendant la session de table ronde. Et merci. Donc, on va vous proposer en fait une question. Donc, on serait intéressé là, à faire un tour de table virtuel, justement, avoir votre réponse à cette question-là. Donc, en fait, on était intéressé à savoir la chose qui a été la plus difficile dans vos partenariats, donc dans le cadre de vos projets respectifs, peut-être un défi ou une chose qui a été plus difficile, qui a peut-être été inavouée de part et d'autre, donc quelque chose qui sortirait, là, par exemple, du manque de temps, du manque d'argent, qu'on sait qui sont des problématiques récurrentes, mais un défi qui a été présent là, au sein de la relation, du partenariat ou au sein du projet là, plus largement. Donc, je ne sais pas si une personne d'entre vous se sentirait déjà prêt là, pour se lancer pour une réponse. Peut-être Madame DM vous semble bien inspirée. Je laisserai peut-être commencer. Oui, ben, je dirais que mes expériences en recherche participative sont plus en dehors du cadre universitaire. Donc, il n'y avait pas la contrainte peut-être liée à toutes les exigences, c'est ça, liées à la recherche en milieu universitaire. Mais je dirais que c'est peut-être plus de concilier à la fois, je parlais du temps que ça prend, du temps, tu sais, pour faciliter la prise de parole. Je pense à une recherche où on devait c'est aller voir plein de gens dans le quartier Saint-Sauveur en rapport avec la mise en place d'un plan directeur. Puis en même temps, l'organisme avait aussi un plan d'action à mener, donc des échéances. L'organisme avait obtenu un financement pour faire un rendu, donc la vision des citoyens sur le plan directeur. Donc, je pense que la question du temps, pour parler avec les gens, pour impliquer les gens, pour que ce soit même au niveau de l'analyse des résultats, que ça se fasse conjointement, alors qu'il y a des exigences au niveau de rendre des résultats parce que ça s'inscrivait dans un processus qui était plus formel, en dehors du comité citoyen qui était dans un processus plus formel. Je mettrais ça comme principal défi. Intéressant, merci beaucoup. Donc, j'entends là-dedans le temps, mais aussi l'idée des agendas respectifs, un petit peu là, de part et d'autre, qui peuvent être un enjeu. Donc, merci beaucoup. Oui, Madame Tremblay. Oui, ben, moi, je pense que j'en ai parlé quand même pas mal là, dans les défis qu'on a rencontrés à travers le projet, mais je dirais qu'un majeur, c'est que c'est pas un projet de recherche, contrairement à ceux qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, le projet que j'ai présenté, c'était vraiment un projet de développement de capacités. Tu sais, le but du projet, c'était de recruter, former, soutenir des patients partenaires. Donc, il n'y avait pas d'outcome tangible finalement à la fin, de dire bon, on va arriver à répondre à telle question, on va arriver à définir tel besoin, etc. Donc ça a été une difficulté majeure dans ce type de projet-là là, que je vais sûrement considérer là, avant de refaire. Je pense que ça va être ma réflexion autour du développement des capacités pour les patients partenaires autochtones, mais ça a été une difficulté autant pour les partenaires organisationnels de comprendre ben, qu'est-ce qu'on veut faire finalement avec ce projet-là, puis qu'est-ce que ça va donner, que pour les patients partenaires, parce que, OK, là, je suis formée à la recherche, mais là, il n'y a pas de projet comme tel concret. Tu sais, fait que il y avait un flou autour de ça, mais sinon, c'est certain que je dirais qu'il y avait la grande diversité là, des profils des patients partenaires qu'on a recrutés. Puis ça, j'en ai glissé un mot aussi, qui était un défi important dans l'établissement du partenariat avec eux, parce que
Ils avaient vraiment des visions, des perspectives différentes qui étaient teintées par justement leur culture, leurs expériences, etc. Puis, bon, j'ai parlé aussi du colonialisme, puis le fait que pour eux, souvent, on représente les institutions, on représente... donc, il y a une méfiance, là, souvent, qui s'installe aussi au début, ou qui est déjà installée, en fait, qu'il faut travailler à gagner leur confiance, là. Puis, donc, ce serait pas mal ça. Merci beaucoup pour le partage. Je sens que ce que vous dites fait beaucoup écho au sein des participants là, qui nous écoutent. En fait, on voit dans les commentaires là, justement des personnes qui semblent appartenir davantage au niveau des villes, qui émettent le fait qu'ils, dans leur cadre de leur projet aussi, veulent inclure les citoyens, veulent leur donner une voix, travailler avec eux, mais que les enjeux des échéanciers, des agendas respectifs peuvent aussi là, être un enjeu à ce niveau-là. Donc, ça semble être quelque chose de partagé là, dans différents contextes, dans différents milieux pour différentes personnes. Donc, pour poursuivre avec la discussion autour de la question, je vois que Marianne et Joanne ont leur micro allumé. Donc, je ne sais pas si vous étiez prêtes à donner votre réponse. Oui, bien, étant participante du projet, c'est pas tant la méthode qui était difficile, c'est que jouer dans les préjugés, souvent, ça joue dans les émotions, puis ça fait ressortir des fois des choses qu'on aimait moins, puis qu'on avait peut-être plus de difficultés à parler. Puis en même temps, mais chacun, on arrivait avec notre bagage de vie qui était différent de l'autre. Fait qu'on n'avait pas toujours les mêmes façons de voir les choses. Puis c'est réussir à s'arrimer, à penser, à avoir une vision de groupe qui n'était pas toujours évidente par rapport à ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Marianne, vous aviez quelque chose à ajouter aussi de votre côté. Non, pas nécessairement. Donc, merci beaucoup, Madame Gagnon, pour ce partage-là. Je pense que c'est un élément intéressant à mettre de l'avant aussi l'aspect, oui, de participer à la recherche, l'aspect méthodologique que vous nommiez, mais l'aspect aussi qu'on demeure un participant qui doit partager des choses personnelles, qui doit partager son vécu. Donc, c'est un aspect là, très intéressant. Merci pour le partage. Je voyais un lien aussi avec ce que vous disiez, puis quelque chose que Mme Tremblay avait nommé dans sa présentation, donc à l'effet que chaque individu est unique, puis qu'on essaie de former un groupe, mais qu'il reste qu'il y a des individualités puis des particularités entre chacun d'entre eux. Donc, merci. Madame Truchon, je vois que votre micro est ouvert, donc j'imagine que vous étiez prête à lancer une réponse. Ben oui, en fait, j'ai 3 pistes de réflexion, puis j'invite Isabelle, Véronique et Olivier. Je pense que Olivier est parti, Véronique, j'essayais de voir, Isabelle est là. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est-à-dire que le lieu où j'avais envie de faire ma recherche, il y a des chercheurs qui sont passés, des chercheuses qui sont passées avant moi et qui ont instrumentalisé le lien de confiance que les personnes avec qui je travaillais avaient avec les résidents et les résidentes dans les complexes d'habitation Boys Bio. Du coup, ce que ça fait, c'est que quand moi, j'arrive et je dis que j'ai envie d'une approche de proximité, c'est oui, tu as envie d'une approche de proximité. On tient la distance, puis je comprends tout à fait ça. Et je vais inviter Isabelle parce que la deuxième dimension aussi, c'est ce que je représente et ce que je suis. Donc, quand je suis arrivée, on m'a dit, mais ta manière de t'exprimer, ça ne passera pas ici. Donc, à ce moment-là, il y avait toutes ces choses-là à avoir en ligne de compte, mais finalement, on m'avait dit quelque chose en milieu autochtone qui était, que je vous dis. On m'avait dit, quand j'avais demandé un conseil, qu'est-ce que je devrais faire, on m'avait juste dit, sois toi-même. Donc, l'idée d'être soi-même, puis c'est pour ça que je vous ai présenté mon DST comme une académique, parce que je suis une académique et ça ne sort pas de qui je suis. Donc, à ce moment-là, comment j'entre en relation pour faire en sorte que ça soit authentique, intègre et qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation. Puis le dernier point que je voudrais faire, c'est pour faire rapport avec un commentaire dans le... Puis là, je me permets d'être super honnête, puis ça peut paraître même
difficile à entendre ce que je vais dire. C'est que souvent, on veut faire du sens commun quand on est un organisme. Mais le sens commun, c'est l'agenda de l'organisme. Ce n'est pas nécessairement l'agenda de chacune des personnes autour de la table. Donc, à ce moment-là, moi, d'instrumentaliser les outils de recherche participative pour contribuer à un agenda purement organisationnel qui devient du contrôle social, moi, je suis contre ce genre de choses-là. Et les gens avec qui je travaillais ne voulaient pas ça non plus. Et on a dû apprendre à se connaître puis à vivre des choses ensemble pour s'assurer que je n'allais pas dans cette direction-là. Et quand il y a eu des moments où on avait à se dire les choses, bien, on avait l'espace de confiance pour pouvoir se le dire. Fait qu'Isabelle, je t'invite à contribuer si tu en as envie. Écoutez, je vais y aller avec la première chose que Caroline a dite. Effectivement, et quand Caroline est arrivée dans sa posture de chercheur, c'était quasi une fin de non-recevoir pour nous parce que justement, de par le passé, on avait accueilli d'autres personnes et comme Caroline a dit, le lien de confiance n'était pas là puisqu'on avait abusé du lien que nous, ce lien-là privilégié qu'on avait avec les participants. Ce qui a fait en sorte qu'on a pu travailler ce lien-là, c'est que rapidement, on l'a nommé, puis on a regardé ce qui s'était passé. Et Caroline a pris le temps de nous expliquer aussi ces procédés. Au-delà du cadre théorique et de la question, nous a présenté les processus dans lesquels on allait s'engager et dans lesquels on n'était pas juste en support, mais on était des acteurs principaux et c'est là que ça a fait la différence pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire quelque chose, en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on entrait en relation à partir d'une recherche et finalement, la recherche, elle est devenue secondaire. Et c'est ça qu'il faut accepter comme chercheur aussi, que quand on arrive à quelque part, que les gens, et j'aime pas le mot s'approprier parce que c'est une logique néolibérale de s'approprier de quelque chose. J'ai pas encore trouvé le terme qui me semble adéquat, mais comment on construit ensemble, c'est que moi, je perds mon agenda de chercheur à ce moment-là, de départ, que tout le monde dans ma structure académique me demande de conserver. Et c'est ce qui fait que du coup, on n'a pas travaillé 1 an comme c'était le cas, mais 3 ans, parce que c'est le projet qui nous a dit combien de temps travailler. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Merci. Et merci beaucoup pour votre honnêteté, votre authenticité. Je pense que c'est comme ça qu'on bénéficie aussi de la richesse des expériences que vous avez eues. Donc, j'aurais aimé ça inviter Hélène à s'exprimer aussi sur ça pour entendre sa perspective, là, pour savoir de son côté qu'est-ce qu'elle avait trouvé le plus difficile dans le projet. Parce que là, je la vois pas. Oui, je la vois pas non plus, mais je pense que son micro vient de s'activer, donc... Oui, bien moi, ce que j'avais trouvé difficile, c'était vraiment d'acquérir le concept de patiente partenaire. C'est que vraiment, quand on est allé à Toronto puis qu'on a entendu les témoignages que moi puis quelques-unes des autres personnes qui étaient là, on a vraiment saisi qu'est-ce qu'on pouvait aider, comment on pouvait aider les chercheurs. Fait que c'est vraiment au moment de cette réunion-là, lorsqu'on entendait des témoignages, qu'on a réalisé que oui, on pouvait aider, puis que c'était très intéressant et valorisant. C'est pas mal ça qui a été ma plus difficile. Puis ce que j'aime aussi, puis que je trouve difficile, c'est de faire ça à distance. Je trouve que quand on se rencontre en personne, ça crée vraiment des liens beaucoup plus forts. La confiance est beaucoup plus là. C'est plus facile d'approcher les autres comparativement à quand on est en Zoom, c'est sûr, là, en réunion virtuelle. Fait que, mais je comprends le concept puis que le financement, c'est dispendieux aussi, là. Mais c'est vraiment ça aussi que j'avais trouvé intéressant les fois où on pouvait se rencontrer ensemble, que de vraiment créer des liens. C'est ce que je voulais vous dire.
Bien, merci. En fait, ça rejoint certaines choses que Mme Dauplaise nous a partagées aussi, là, à savoir l'idée de présenter le projet, de présenter la place aussi et le rôle qu'auront à jouer les différents co-chercheurs au sein de l'équipe. Donc, ça fait des liens intéressants. Puis évidemment, ben, votre commentaire là, à l'effet des rencontres en virtuel versus en présentiel, ça fait quand même écho dans le contexte dans lequel on se trouve où les rencontres en présentiel sont plus difficiles, voire impossibles. Donc, c'est des pistes de réflexion intéressantes à garder en tête. Donc, on a beaucoup de participants qui nous ont envoyé des questions. Donc, je basculerai peut-être vers cet aspect-là. Donc, étant donné qu'on vient de parler avec Hélène et Marie-Claude, je commencerai peut-être avec une question là, qui leur était adressée plus spécifiquement. Donc, on avait une question d'Alex Enkerli qui demandait si certaines communautés avaient démontré plus d'enthousiasme face au projet. Oui, c'est certain qu'on n'a pas pu approcher toutes les communautés. Tu sais, vraiment, là, il faut se mettre dans l'esprit que c'est un petit projet avec un petit budget, donc à vraiment petite échelle. Ce qu'on voulait, c'est juste commencer à quelque part pour faire changer les choses. Donc, on a approché principalement les communautés, les Premières Nations, là, qui étaient, je dirais, les plus proches là, auxquels on pouvait se rendre plus facilement. Puis les communautés francophones aussi, ça c'était un autre impératif parce que je fais aussi partie d'autres réseaux de recherche axés sur le patient. Puis Hélène, maintenant aussi, fait partie de ce réseau-là. Elle l'a mentionné tantôt, pardon, qui est Diabète Action Canada. Et puis, il y a déjà une grosse communauté de patients partenaires du Canada anglais, anglophone. Par contre, très peu de patients partenaires autochtones, francophones ici au Québec. Donc, c'est ça. Donc, on a ciblé certaines communautés. Puis, certaines organisations qui travaillent avec ces communautés-là, on leur a présenté. Pour certains, ça l'a embarqué plus facilement. Pour d'autres, comme je le mentionnais aussi, je pense que c'est le projet qui n'était peut-être pas assez tangible à ce moment-là non plus. On ne comprenait pas vraiment ce que ça allait apporter. Puis le rôle de patient partenaire, c'est pas quelque chose de facile à saisir à prime abord. Donc, juste de présenter ça, c'était difficile pour certaines communautés, par exemple, de voir ça allait être quoi les retombées concrètes pour eux. Donc, certains ont décidé de ne pas embarquer tout simplement. Puis, d'autres ont embarqué. Donc, oui, certains, vraiment, il y a une variété là, dans les réponses qu'on a eues. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, évidemment, on a plein d'autres questions là, qu'on va pouvoir poser. Vous êtes toujours invités à en ajouter dans le clavardage aussi. Donc, pendant que vous y procédez, j'inviterai là, Élise Milot, qui est une des investigatrices de ce super séminaire, qui avait une question qui lui brûlait les lèvres. Donc, je l'invite à la poser. Oui, oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question là, un peu technique là, parce que j'enseigne la méthodologie de la recherche là, aux étudiants cette année au doctorat en travail social. Alors, je voulais en savoir un petit peu plus sur le digital storytelling. Ça a piqué un peu ma curiosité, même si ce n'est pas le focus là, du séminaire aujourd'hui. J'aimerais savoir comment est-ce que les différents co-chercheurs ont été outillés pour utiliser la méthode. Puis c'était possible de la définir un peu plus. Puis c'était quoi la pertinence que vous avez tous trouvé d'utiliser le digital storytelling pour atteindre les objectifs de la recherche? Merci. Isabelle et Véronique, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bien en fait, moi, ça va me faire plaisir de parler du digital storytelling puisque c'est un outil qui a été utilisé en fait, tant comme un outil d'intervention auprès des participants que d'un outil de création. Alors, ça a permis aux participants de prendre leur place et de la manière dont nous, on l'a appris, bien, en fait, c'est qu'on a été chercher une formation puisque moi, d'emblée, en tant qu'intervenante, je n'étais pas du tout monteuse ou agile nécessairement avec cette technologie-là. Donc, c'est une technologie qui a été utilisée vraiment pour accompagner
tant les intervenants que les participants à pouvoir explorer exactement qu'est-ce qu'il y avait à dire puis qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si vous voulez reformuler la question. Je ne suis pas certaine d'être allée directement dans le... Bien, ça répond bien. Mais en fait, tu sais, concrètement, c'est quoi la pertinence que vous avez vue à utiliser cet outil-là, en fait? Oui. Bien, en fait, c'est que c'est un média qui a permis aux participants de s'exposer. Ça a été utilisé comme un outil créatif. Alors, quand les participants étaient dans le processus, ça permettait de faciliter la transmission de ce qu'ils avaient à dire, tout en permettant le processus, pas juste de prise de parole, mais de nommer qui ils sont, de pouvoir enfin exposer qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont traversé. De manière vraiment facilitée, puisque l'outil en soi a permis à ces participants-là de se révéler. Puis, par tous les processus de la création du DST, les personnes ont pu s'actualiser. Parce que là, je pourrais rentrer dans des détails de comment ils ont été guidés à travers différents ateliers, à pouvoir se questionner, à se remettre en perspective eux-mêmes dans leur vécu, dans qui ils sont, dans ce qu'ils ont traversé. Sauf que dans le fond, le DST, ça a été un outil. Ça a été justement un outil. Moi, si je peux me permettre de rajouter, pour nous, le DST était l'outil, en fait, c'est l'outil qui est le plus malléable, je pense. La base du DST, c'est l'image et la voix. C'est tout, c'est la seule base. Le reste du DST part de la personne et de ses capacités et de ce dont elle a envie. Donc, c'est là la beauté de cet outil-là qui peut jouer avec les compétences, les aptitudes et les habiletés des jeunes. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en travaillant avec un procédé vidéo aussi, on a pu amener des nouvelles disciplines chez nos jeunes puis se découvrir aussi des talents en lien avec le DST qui étaient peut-être insoupçonnés. Hein? Un DST, on va prendre le temps de l'écrire. Ben, peut-être que de l'écrire, ce n'est pas notre force. On va plutôt le dire. Ça nous permet d'utiliser les mots qu'on a envie d'utiliser. Ça nous permet de peut-être se rendre compte que, hey, moi, la photo, là, j'aime ça. Moi, du montage, j'aime ça. Donc, c'est là où il nous permet d'aller jouer dans plein de sphères de développement de la personne. Voyons, l'autre chose que je voulais dire, c'est, en fait, c'est que je veux vous donner un exemple de DST qu'on a eu à l'heure où nos participants avaient choisi un sujet de leur choix, avaient une trame musicale, avaient un texte écrit. On a un jeune qui avait, à ce moment-là, de grandes difficultés à parler, à s'exprimer. Cet enfant-là, en fait, il était connu de tout le monde dans le plan et il maîtrisait le plan d'habitation parfaitement. Il connaissait tous les recoins, ces choses-là, et il avait envie de participer. Pour lui, son problème de langage aurait pu être une barrière, de faire en sorte qu'il n'aurait pas fait de vidéo. Sauf qu'en travaillant, entre autres, avec Caroline, l'idée de l'amener à nous faire découvrir le plan d'habitation comme s'il était un espion a fait en sorte qu'il a pu faire une vidéo. Et un espion, on ne l'entend pas, on le voit se promener puis on le voit interagir avec son milieu. Ce jeune-là, il a présenté son DST et tout le monde a trouvé ça très drôle et tout le monde reconnaissait que cet enfant-là était peut-être la personne qui connaissait le plus le plan d'habitation. Donc, en plus, il a reçu une reconnaissance de ses pairs et ça, c'est à ne pas négliger. Merci Véronique et Isabelle. Élise, on pourra aussi s'en reparler si tu veux, mais en général, la structure avec laquelle on nous enseigne le digital storytelling, c'est on a un cercle de création, on partage et tout le monde
se dit qu'est-ce qu'on pense de ce qui a été partagé. Ensuite, on raffine. Ensuite, on fait le montage. Puis ensuite, on présente en groupe. Donc, toutes ces étapes-là qui, normalement, se font de manière linéaire, mais nous, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est qu'on en a fait des ateliers linéaires comme ça avec un groupe de femmes, justement, où on a vécu des choses parce que ça se faisait bien dans un contexte comme ça, mais sinon, nous, on suivait chacun et chacune des participantes. C'est-à-dire que des enfants qui ne veulent pas écrire, bon, ben là, OK, tu vas tenir le micro, puis tu vas interviewer ton amie, puis elle va dire des choses, puis ensuite, on va aller chercher les photos. Ou tu arrives avec une photo, puis tu l'aimes, cette photo-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo-là, pour toi? Certains des jeunes ont appris à monter, d'autres pas. Véronique a fait beaucoup de montage. Moi, j'en ai fait aussi. Olivier était le pro du montage. Donc, à ce moment-là, on a été très, très flexible. Il y a quelqu'un dans une de vos présentations qui parlait de la flexibilité. En fait, c'est ça, en général, c'est qu'on pense que l'outil va régler le problème de relation qu'on a avec la personne. Et l'outil ne règle rien. Il faut créer cette relation-là et cette flexibilité pour faire en sorte qu'il y ait en bout de ligne des résultats. Je lisais une étude en Australie où on avait 150 000 $ et les 8 participants n'ont pas terminé le projet. Bien, en général, quand on ne termine pas un projet, c'est parce que le lien n'est pas là, puis parce qu'il n'y a pas de flexibilité pour aller. Et là, c'est ce qu'on se disait, nous, on va là où les gens sont. Donc, à ce moment-là, parfois, on était dans des salles, mais parfois, on était dehors, on était sur la butte où tous les jeunes sont. Parfois, on était dans le parc. Parfois, on les suivait au parc Vio, comment ça s'appelle, en face, là, le parc olympique. Le parc olympique. Donc, je veux dire, nous, on faisait ça partout. On n'avait pas de « c'est eux qui viennent à nous », c'est nous qui allons à eux. Donc, ça, c'était extrêmement important. Fait que c'est pas le digital storytelling, on pense que c'est un outil technique, mais c'est un outil relationnel. Et c'est ça que Véronique et Isabelle ont mentionné, notamment, en plus de tous les autres éléments, c'est qu'il y a un lien qui se crée entre nous où ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Je donne un exemple avec les ados. Olivier montait avec les ados et je peux vous dire qu'Olivier montait pendant 3-4 heures de fil avec les ados pour 2 minutes de vidéo où les ados n'aimaient pas 30, n'aimaient pas une fraction de seconde. Puis là, il fallait refaire, puis il fallait refaire. Mais l'idée, là, c'était pas le DST, c'était la relation qui se créait à ce moment-là et c'était d'une beauté absolument extraordinaire. Et c'est souvent de ça qu'on se coupe comme chercheur, de cette relation-là. Et quelqu'un l'a mentionné aussi, ça prend du temps. Merci. Okay, merci pour cette réponse bien complète. Est-ce que ça répondait bien à ta question, Élise? Ah oui, encore plus que ce que j'aurais imaginé. Merci. Au-delà des espérances, alors. Donc, j'ai enchaîné avec une question qui va un peu dans le même sens. En fait, là, on a bien parlé de comment on actualisait concrètement cette modalité-là du digital storytelling dans la pratique. Donc, on avait une question aussi de Mariona Géné pour les présentatrices là, de la 4e présentation, donc Mme Paradis-Pelletier et Mme Gagnon. En fait, Mme Géné demandait quelles ont été les consignes concrètes qui ont été données aux participantes pour prendre les photos du projet de Photovoix. Je me réponds, ça? OK. Dans le fond, ce qu'on devait faire, c'est se promener avec notre appareil pendant 1 semaine, 2 semaines, puis prendre des photos. Puis après ça, il fallait choisir les 2 ou 3 photos qui nous parlaient le plus. Chaque participant, on avait quelques photos. Ensuite, on a choisi une des photos, on les a amenées devant le groupe, puis on a fait sortir pour chaque photo, dans le fond, il y en avait 10, les préjugés qu'on ressentait quand on voyait la photo. Je voudrais juste rajouter aussi qu'il y a l'étape de choix des photos, parce qu'une fois que chaque participant arrivait avec ses photos, il y avait, je sais pas, il y avait une bonne centaine de photos ou 200 photos, je ne sais pas trop, qui ont été prises, puis de celles-là, il y en a 10 seulement qui ont été analysées. Donc, ça a tout été un processus là, de choisir dans les photos qu'il fallait qu'ils résonnent dans le groupe là, pour qu'elles soient retenues. Et merci beaucoup.
J'ai enchaîné avec une photo là, qui s'adressait à nos deux premières présentatrices, donc Mme Brière et Mme Tremblay. En fait, c'est Sophie Dupéré qui demandait si c'était possible de donner des exemples concrets sur comment on peut tenir compte du colonialisme et tendre vers une égalisation des relations de pouvoir. Oui, c'est une grosse question. Mais en fait, puis je l'ai abordé un petit peu dans ma présentation, mais colonialisme, ça fait en sorte que souvent, que plusieurs patients partenaires, sans que ce soit général, avaient une méfiance envers l'université, envers ce qu'on représentait, qui était une institution publique. Par exemple, certains patients partenaires pouvaient ne pas vouloir donner leurs informations personnelles à l'université, qui en avaient besoin, par exemple, pour traiter les compensations financières, des choses comme ça. Fait que vous pouvez être frustré par rapport au délai institutionnel en lien avec, avec l'administration. Donc, je pense qu'il faut accueillir toutes ces émotions-là, cette méfiance-là aussi. Il faut l'accueillir, il faut essayer de la comprendre. Il y avait certains patients partenaires aussi qui manifestaient un sentiment comme... ça, c'est sorti dans les entrevues aussi qu'on a faites avec eux, d'être imposteurs, un peu de se sentir imposteurs dans leur rôle de patient partenaire. Donc, dans le fait de jouer un rôle actif à l'intérieur d'une institution occidentale. Donc, ça, c'est un sentiment qu'on a essayé aussi de prendre en compte. On a essayé de les valoriser, puis de travailler sur ce sentiment-là d'imposteur avec eux. Puis, il y a toutes sortes de pratiques aussi qui peuvent être faites pour égaliser les rapports de pouvoir là, que Sophie connaît sûrement, mais qui est, par exemple, de ne pas s'appeler par nos titres, mais par nos prénoms, de favoriser des pratiques de travail qui sont très ouvertes, très transparentes, en fait. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long du projet aussi. Tantôt, Mme Truchon disait rester soi-même. C'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi à travers certains échanges informels aussi où tout le monde se donnait des nouvelles. Donc, pour apprendre à se connaître sur une autre base que celle qui nous était imposée par le cadre institutionnel dans lequel le projet avait lieu. Donc, essayer de se connaître personnellement aussi. Puis, c'est ça, valoriser la contribution, valoriser le rôle. Peut-être que Hélène aurait des choses à ajouter à cet effet. Donc, je la laisserai. Moi, ce que j'ajouterais, c'est, tu sais, on part de loin. C'est difficile de concevoir qu'on part de si loin que quand les enfants ont été mis en pensionnat, tu vois arriver ceux qui représentent la loi, puis ils viennent t'enlever tes enfants. Mais j'entendais parler des générations de mon âge qui ont vécu ça par rapport à eux autres quand ils étaient jeunes. Mais tu sais, encore aujourd'hui, ça reste ancré dans le fond de la mémoire, ce qui fait que le lien de confiance est très dur à aller chercher. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on apportait le fait de... Marie-Claude nous a donné juste du tabac. Fait que, tu sais, c'est un petit lien, le fun, là, qui est venu rechercher pour nous dire, bien là, c'est dans vous autres, où il y a eu des activités qu'on appelait le tapis. Fait qu'on on intégrait vraiment les Autochtones à s'impliquer et à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. C'est une activité du tapis, là, puis c'est très, très intéressant. Fait que j'ai aimé ça, qui nous faisait vraiment confiance puis qui nous donnait la chance de leur démontrer un peu de notre vécu ancestral. Bien, c'est ça. En fait, Hélène parle bien sûr de l'exercice de la couverture que certains d'entre vous connaissent peut-être, là, qu'on a eu la chance de vivre à travers différents réseaux de recherche, là, mais aussi au sein du projet. Puis, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'à la formation aussi, on avait quelqu'un qui était un aîné d'une communauté locale qui est venu faire une cérémonie d'ouverture. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a aussi remis des offrandes de tabac traditionnelles à tout le monde. Donc, ça faisait prendre conscience aussi que leur culture était reconnue, qu'elle était
accepté, valorisé. Donc, ça, c'est une autre façon aussi. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, je crois que ça a très bien répondu là, à la question de Sophie qui vous remercie pour les exemples. Donc, on avait une question aussi pour Madame Dehaye, donc de la part d'Émilie, qui en fait se demandait, là, elle disait, bon, la perspective d'éducation populaire nourrit la recherche-action participative. Donc, est-ce que la recherche-action participative peut aussi nourrir l'éducation populaire et si oui, de quelle manière? Je pense que les frontières ne sont pas toujours toujours étanches, là. Je pense qu'il faut voir ça effectivement dans un contexte d'inter-influence. Mais je pense que l'exemple que présentaient Marianne et Joanne sont un petit peu dans ce sens-là, dans le sens que probablement que d'autres démarches qui ont été faites en photovoix est venue aussi un peu inspirer la démarche du collectif. Donc, moi, je le vois un peu dans un esprit d'inter-influence. Ce que je trouve important, en fait, c'est justement de reconnaître et de nommer cette inter-influence-là entre l'éducation populaire et la recherche-action participative. Mais oui, il y a tout intérêt à ce que ce partage-là, cette rencontre-là soit multipliée, je dirais. Merci. J'enchaînerai avec une question qui peut s'adresser là, à n'importe quel de nos présentateurs ou présentatrices d'aujourd'hui. En fait, des questions liées au temps que peut prendre la recherche-action participative. Donc, une question en deux volets, en fait, qui venait de deux personnes. Donc, étant donné ce besoin là, de temps, de proximité du terrain, comment est-ce qu'on peut faire valoir ça dans une demande de subvention ou de financement, par exemple? Puis, est-ce que le fait que, justement, ça prenne beaucoup de temps, ça fait en sorte que c'est réaliste d'envisager ce type de méthodologie-là pour un projet de maîtrise? Donc, si quelqu'un d'entre vous se sent prêt à répondre à un ou deux volets de cette question-là, je vous inviterai simplement à prendre la parole. Je dirais peut-être sur un des aspects de la question, c'est souvent la question des exigences de l'éthique par rapport à la recherche. Juste souligner qu'au niveau de groupes de femmes, de regroupements féministes en recherche, il y a un certain nombre de questionnements qui sont apportés sur les exigences éthiques et comment ça peut en fait apporter des contraintes trop grandes à la méthodologie de la recherche-action participative. Et je sais que ces regroupements-là, je pense au RECEF notamment, est en action par rapport à ça. Ils cherchent un peu à questionner comme par exemple toute la question, on le met tantôt, de co-chercheurs, hein, comment c'est difficile de faire reconnaître les personnes qui sont partie prenante de la recherche comme étant des co-chercheurs. Donc, il y a un questionnement qui est en cours par rapport à ça. Je ne peux pas en dire tellement davantage, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, puis qui a intérêt à se poursuivre ces questionnements-là. OK, merci pour cette réponse. Je vois, Mme Truchon, vous avez allumé votre caméra. Est-ce que vous aviez un élément à partager sur la question? Ben, en fait, je rebondirais sur l'élément de maîtrise. Je pense que plus tôt on apprend à travailler de cette manière-là, plus on l'incarne. Donc, oui, même si ça prend plus de temps, à ce moment-là, il faut circonscrire l'objet de recherche, je pense, pour s'assurer que ce soit fait. Oui, Mme Tremblay? Oui, un conseil que je pourrais donner, c'est si possible, en fait, au niveau de la maîtrise, ce qui est intéressant, c'est de s'insérer dans un projet participatif qui existe, soit le projet de notre superviseur, où les liens sont déjà créés, le partenariat déjà établi, parce que c'est ça qui prend vraiment beaucoup de temps. Ça peut prendre plusieurs années, en fait, puis avant de pouvoir mettre la table pour vraiment mener la recherche. Donc, le fait de s'insérer à l'intérieur d'un projet plus large, participatif, ça peut être un facilitant là, au niveau d'un étudiant qui veut faire un projet participatif. Okay, merci beaucoup pour ces pistes de réflexion. Un peu dans le même sens, là, toujours au niveau d'un aspect peut-être plus pratico-pratique de la vie de chercheur. En fait, il y a Élise Labonté-Lemoine qui demandait quelle était la place accordée à la publication scientifique dans les projets de recherche-action participative. Puis, est-ce que ou comment les co-chercheurs non académiques vont être inclus dans cette portion-là du projet? Donc, encore une fois, la question peut s'adresser à tous. Donc, je vous invite à prendre la parole.
Moi, je dirais que c'est vraiment un défi, là. Puis dans le cadre du projet dont je vous ai parlé, c'était encore plus un défi, je pense, parce qu'on avait des patients partenaires autochtones pour qui, pour certains, le français était déjà la deuxième langue. Donc, on sait que les publications scientifiques, c'est souvent en anglais. Donc là, ça amène une barrière supplémentaire pour vraiment s'engager dans le processus de publication. Ce qu'on a fait, on avait fait un résumé des résultats en français. On a fait un poster qu'on a pu présenter dans une conférence en français aussi avec Hélène. Et puis donc ça permet à tout le monde de bien comprendre finalement le processus, les résultats, l'interprétation. Donc on avait fait participer les gens aussi à l'interprétation des résultats au cours d'une séance, là. Donc, c'est un peu comme ça, mais ça ne doit pas être le seul mode de diffusion des résultats. Et puis, pour avoir fait beaucoup d'autres projets participatifs avec des communautés, c'est jamais le principal outil qu'on utilise parce que pour la plupart du temps, ce sont des projets qui sont des projets de recherche-action qui visent à avoir des retombées concrètes pour la communauté. Donc, la communauté devient en plus d'être un partenaire, un utilisateur de connaissances. Donc, il faut qu'ils puissent justement mobiliser ces résultats-là. Donc, souvent, on va utiliser justement des formats qui sont beaucoup plus conviviaux, qui sont illustrés, qui sont plus au niveau de la littératie, qui sont plus appropriés aussi pour que différents types d'acteurs puissent les lire, les comprendre. Et puis, pour ce qui est des articles scientifiques, ça reste toujours un deuxième canal de diffusion, je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait compléter ou ajouter un autre aspect à cette réponse-là? Bien, en fait, j'aimerais ça dire, tu sais, nous, on a fait un rapport de recherche, mais qui a pris beaucoup de temps suite au projet. Donc, les gens étaient moins mobilisés autour du projet. Ça s'est plus fait à l'interne, je dirais, par une collègue là, au travail. Mais toute la diffusion des résultats, tous les panneaux, tantôt, Joanne vous disait, on a écrit nos textes, tous les textes ont été validés. On avait un comité d'écriture, de diffusion, entre autres. Fait que c'est ça, dans le format autre, je pense qu'on a réussi là, pour la participation. Pour la question des écrits scientifiques, je ne peux pas vraiment répondre là-dessus. Oui, donc, on comprend bien la nécessité d'être créatif finalement dans la façon de diffuser les résultats puis de s'assurer de répondre à l'objectif finalement de ce genre de recherche-là. Puis, parlant de diffusion de résultats, je peux juste vous dire aussi que les panneaux, là, ben, on les a tous ici au bureau. C'est sûr que là, ce n'est pas le temps de faire circuler du matériel, mais si jamais ça vous intéresse d'exposer ce matériel-là, quand ce sera possible, ben, il est disponible. Là. Juste à nous contacter au collectif. Merci. Sinon, on avait une autre question là, de la part de M. Mathieu, mon fils, qui demandait, dans un souci d'efficacité, s'il fallait un nombre limite de participants dans une recherche-action participative. Donc, je ne sais pas si vous avez des réflexions par rapport au nombre de participants là, à inclure dans les recherches. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si c'est... J'essaie de l'ennuyer, excusez-moi. J'accroche sur le souci d'efficacité. Évidemment, il faut que les choses puissent se faire, tout ça. Mais je pense qu'il y a une posture de se dire... je ne sais plus qui en parlait dans quelle présentation tout à l'heure, mais tu sais, de dire que faut que les personnes puissent prendre leur place et leur laisser la place. Donc, déjà, ça va limiter. Si on est 50 personnes, on ne pourra pas tous s'exprimer. Tu sais. Mais je pense qu'au lieu de voir en termes d'efficacité, il faut plutôt voir en termes de qu'est-ce qu'on va aller chercher, puis comment valoriser le savoir et l'expérience des personnes pour, après ça, voir comment on se module autour de ça. En tout cas, c'est comme plus une intuition que j'ai qu'une réponse. Là. Il y a aussi l'enjeu de bien soutenir les participants. Et souvent, il y a une contribution en argent, tout ça, mais s'il y a beaucoup de participants, ben, c'est plus compliqué. Il y a le soutien moral aussi. Des fois, être capable de garder tout le monde puis les motiver, ben, quand ils sont trop, ben, il y a moins de temps de parole aussi quand il y a vraiment beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc,
des enjeux au niveau de l'engagement, finalement, dans le projet là, des participants. Donc, j'entends. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager des réflexions par rapport à ça. J'ai l'impression que non. Donc, j'enchaînerai peut-être avec une question qui allait un peu dans le même sens, si je peux dire, un autre pendant peut-être à l'idée de quantité de participants. Il y avait Élise Labonté-Lemoine qui demandait, dans un objectif de diversité, dans quel objectif de diversité recommandez-vous dans une nouvelle cohorte de recherche-action participative? Donc, si on tente de représenter les proportions, par exemple, démographiques du système actuel, on va répéter en quelque sorte certaines inégalités. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier des objectifs de proportion? Donc, j'entends par là, comment est-ce qu'on s'assure de représenter finalement une certaine partie de la population tout en ayant un nombre de personnes raisonnable et sans reproduire finalement les inégalités présentes? Bien, moi, je dirais qu'il faut donner la priorité aux voix qui sont les moins entendues, quitte à ce qu'ils soient en surnombre, pour essayer de rétablir justement un certain équilibre, un certain rapport de force. Par contre, c'est sûr que tout ça, c'est dicté par quels sont les partenariats, premièrement, avec qui, quels sont les buts de la recherche, etc. Donc, ça va dicter aussi les partenariats qu'on va développer à ce moment-là, là, avec... Donc, c'est pas une question qui est facile à répondre, là, comme ça, théoriquement, mais j'aurais tendance justement à donner préséance aux voix qui sont les moins entendues. Oui, merci. Donc, est-ce qu'on avait d'autres perspectives sur la question? Madame Truchon, Madame Deshaies? Bien, c'est ça, je suis assez d'accord avec Marie-Claude, là, de donner une voix. En fait, la recherche-action participative, le fondement, c'est aussi ça. Donc, il n'y a pas de représentativité à aller chercher au niveau d'un groupe. Ce sont des voix particulières, mais qu'on entend peu, puis qui vont prendre une place là, dans cet espace de parole-là, puis d'action-là. Merci. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que mon cerveau ne fonctionne pas avec ce type de questions. Donc, à chaque fois que je les entends, je ne sais pas comment répondre. Parce que, comme anthropologue, quand j'arrive à quelque part, je fais un diagnostic de ce qui se passe et j'essaie de faire abstraction de ce que j'aurais pu entendre. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis allée en milieu autochtone, quand j'étais à la maîtrise, on m'a dit tellement de choses sur le milieu autochtone où j'allais que c'était tellement pas ce que moi j'ai rencontré. Même chose quand je suis allée à New York, dans Brownsville, si vous connaissez Brownsville, si vous connaissez les milieux plus difficiles à New York, ou encore à James and Finch dans Toronto. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le travail de proximité, quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis vous voyez, hein, je bouge comme ça. Moi, c'est ça, je bouge avec les gens. Donc, puis il y a des strates, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent spontanément vers toi. Ensuite, il y a des gens qui t'évaluent puis qui viennent vers toi. Puis ensuite, en troisième ou quatrième lieu, c'est des gens qui t'auraient jamais fait confiance, mais comme ça fait 2 ans que tu es là ou 3 ans que tu es là, mais là, ils peuvent commencer à venir te voir. Donc, il y a des strates comme ça. Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut intégrer aussi dans nos résultats de recherche, que quand ça fait pas tellement longtemps qu'on est là et qu'on travaille avec des sondages, il y a des biais implicites, comme il y a d'autres biais quand ça fait 4 ans qu'on travaille avec les gens aussi. Donc, il faut les nommer, ces biais-là, mais on ne le fait pas souvent en recherche. On ne fait pas souvent ce type de biais. Donc, pour moi, la question, elle ne se pose pas de la même manière parce que c'est la posture avec laquelle j'arrive qui fait que
au fur et à mesure, j'essaie justement d'aller chercher cette diversité-là, mais je la cherche pas dès le départ parce que je sais que je représente quelque chose, je sais que ce que je suis aussi fait quelque chose et que les gens avec qui je suis alliée provoquent ou ne provoquent pas quelque chose et on dit nous ça ensemble au fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Donc, la question se pose d'une autre manière pour moi. Ceci dit, jamais je ne dirais que c'est la seule manière avec laquelle travailler. C'est ma manière, il y a d'autres manières et je ne demande que ça, qu'on puisse amalgamer les manières de travailler. Et je suis insérée dans des équipes où justement, on a des postures différentes et c'est très riche, très stimulant et c'est ce que je cherche de plus en plus. Pas une confrontation, mais une manière de travailler ensemble, c'est comme le débat quantitatif-qualitatif qui, pour moi, n'est pas un vrai débat. Donc, comment faire qu'on puisse travailler ensemble avec d'autres questions, puis avec d'autres regards sur ces questions-là. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, notre activité tire drôlement à sa fin. Donc, je voulais remercier évidemment toutes les présentatrices et le présentateur pour les qualités des présentations auxquelles on a eu droit et la qualité des échanges aussi auxquels on a eu droit aujourd'hui. Donc, j'inviterai Émilie Raymond à peut-être allumer sa caméra pour nous faire le mot de la fin. Donc, de mon côté, je vous remercie pour cette belle expérience passée en votre compagnie. Allô tout le monde. Donc, en cette fin de parcours, je voudrais remercier plusieurs personnes. Sans doute que je vais oublier des gens. Je m'en excuse d'avance. Donc, un gros merci, Justine, tout d'abord, pour l'animation, vraiment faite de façon inspirée. Et puis, je vais oser utiliser le mot efficace. Donc, tu nous as vraiment très adéquatement guidé tout au long de ce séminaire-là. Merci beaucoup à Élise, qui a été effectivement la grande instigatrice du séminaire. C'est elle qui, la gang des Midi Rap et la gang de participation sociale et ville inclusive, nous a mis sur la piste de ce séminaire-là. À la fois les présentations, les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données, puis ce que j'ai vu passer sur le chat, ça témoigne du fait que la recherche-action participative, ça suscite beaucoup d'intérêt dans différents milieux. Donc, c'est une invitation à poursuivre les échanges, notamment au Midi Recherche-action participative, mais aussi dans d'autres lieux. Donc, merci aussi à David Fizet, qui est le coordonnateur de l'équipe Participation sociale et ville inclusive, qui nous a vraiment aidés à mettre sur pied l'événement, sur les aspects techniques. Puis il y a aussi Daniel Sanson-Legault qui s'occupe des communications dans l'équipe pour l'aspect visuel de l'événement. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à vous dire à la prochaine, tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir. On est toujours 75 participants en ligne. Pour nous, c'est le témoignage d'un grand succès pour notre événement. Michel O'Neill, il disait, c'est le fun de faire connaître ce réseau-là à plus de monde. C'est sûr qu'il manque un peu de chaleur humaine, mais écoutons, en ces temps inédits, il faut s'en inventer de la chaleur. Oui, il y en a. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt tout le monde. Bye bye.